It was more than just not being able to hear anything or make contact with anyone. It was as though for a time I didn't exist. As though I had no place in the world, no part of the life around me. And then you saw this man. Yes, that's the whole story. He's been following me, that's all there is to it. You think I imagined all of it, don't you? You think I'm insane? I didn't say that. I don't mean that. I'm a competent person. If anything, I'm a realist. I'm not given to imagining anything. Bienvenue dans Bizarroïde, le podcast qui a vendu son âme au démon cinéma. Dans cet épisode, je reçois Stéphane Duménildo, ancien journaliste au Cahier du cinéma, qui a gâté les amateurs de cinéma japonais cette année avec son ouvrage Soleil Rouge, publié chez Façonnage Éditions, retraçant la décennie 70 dans le cinéma rebelle et déchaîné du pays de la femme scorpion. Au-delà des fantômes et des démons asiatiques, Stéphane Duménildo a passé sa vie de cinéphile à la recherche de diverses créatures fantastiques, dont les vampires sensuels, hantant le cinéma de Jess Franco, que nous allons évoquer et invoquer dans cet épisode. Stéphane sera donc notre guide du Japon jusqu'à l'île de Madère, en passant par les États-Unis, lors de ce voyage qui ne sera pas seulement géographique, mais certainement poétique, onirique et existentiel, entre le monde des vivants et celui des morts, entre les brumes et les ténèbres, entre la torpeur et la transcendance. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Jean-Baptiste. Alors comme dans la plupart des épisodes de Bizarroïde, on va traiter les films dans l'ordre chronologique, du plus ancien au plus récent. Ça va nous permettre de suivre une trajectoire bien particulière puisqu'on va partir de l'enfer. De l'enfer dans ce qu'il a de plus redoutable et ce qu'il a de plus cinégénique aussi, également, on va voir. On va ensuite transiter dans une sorte d'interzone entre le monde des vivants et celui des morts, peut-être une sorte de purgatoire, et on va terminer chez les vivants, en tout cas ce qu'il semble être le monde des vivants, mais qui laisse transparaître la promesse d'un passage vers le monde des immortels, peut-être une forme de paradis. On va voir ça. On va commencer par Jigoku, parfois titré L'Enfer comme titre français, même si c'est un film qui est très rare, j'ai pas l'impression qu'il ait eu une grande exploitation française. Un film de Nobuo Nakagawa, sorti en 1960. Alors comme je dois reconnaître que c'est un cinéma que je connais assez peu, je vais te laisser d'abord faire un pitch et puis ensuite on parlera un peu du contexte de production et du cinéma de Nakagawa. Alors Nakagawa, on peut dire que c'est un peu le Terence Fisher japonais. D'une Ok. certaine façon, puisque c'est quelqu'un qui a repris le genre du film de fantôme, le Yurei-ega, qui étaient des films plutôt tournés en noir et blanc, et il les fait passer à la couleur. Donc des couleurs extrêmement flamboyantes, très théâtrales, avec des éclairages bleus sur les visages, des brumes verdâtres au-dessus des marais, des choses comme ça, des gros plans aussi qui sont extrêmement saisissants, des visages des fantômes qui sont pas des fantômes juste pâles ou avec un drap, mais enfin ont vraiment des visages terrifiants avec les cheveux dépeignés. Voilà, enfin bon, c'est l'ancêtre de notre cher Sadako, le fantôme japonais classique. Et donc voilà, donc il modernise ce genre et invente une sorte de gothique japonais, on pourrait appeler ça comme ça. Et L'Enfer, c'est un film qui est très particulier, puisque autant les autres films ont quand même des structures de récit très très simples en fait. Un samouraï pousse sa femme au suicide, elle revient le hanter, et bon bah voilà, il termine à moitié fou, et damné en tout cas. Voilà, donc c'est des structures très très simples. Tandis que L'Enfer, c'est au contraire un récit totalement bizarroïde, totalement déjanté, qui est quasiment incompréhensible. C'est très 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 dur à suivre. Oui, je dois t'avouer que j'ai pas tout compris, ouais, j'ai pas tout suivi. Moi non plus, parce que c'est une sorte de récit existentialiste halluciné, plus du bouddhisme à l'intérieur, enfin voilà. Mais ce qui est important, c'est que c'est un film où l'intégralité des personnages meurt à peu près à 1 heure de film et se retrouve en enfer. Voilà.
dire, je n'ai jamais vu ça. Même Hitchcock, quand il fait Psychose, où il fait mourir Janet Leigh après un tiers de film, il fait pas mourir tout le monde, en tout cas. Là, c'est le côté, je trouve, quasiment fou du film. Alors l'histoire, comme je dis, elle est très compliquée, hein. On a un jeune homme, un étudiant, qui il renverse pas un yakuza, en disant il est dans une voiture où que son ami conduit, qui renverse un yakuza. Et à partir de là, ce crime qu'il n'a pas vraiment commis, mais qui fait partie de son karma, va le pousser dans toute une série de mésaventures, toutes plus grotesques et sinistres les unes que les autres, qui va entraîner la mort de sa fiancée. Il va aller retrouver sa mère malade dans une sorte de maison de retraite perdue dans la campagne que son père dirige. Son père qui est un pingre qui donc fait manger du poisson pourri lors d'une fête. Et suite à ce poisson pourri, voilà, tout le monde meurt. Voilà. Et donc on va voir comment tous ces personnages, et en particulier les personnages de la maison de retraite, qui tous font des mauvaises actions, hein, que ce soit pendant la guerre ou ailleurs, causer des morts, et voilà comment ils vont être châtiés, tout simplement, par les démons et le juge des enfers. Et même voilà comment le héros va pouvoir faire repartir la roue des réincarnations et peut-être se réincarner plus tard de façon meilleure. Voilà. C'est assez complexe, mais bon, en fait, c'est un film qui est vraiment visuel, hein, c'est ça. Oui, surtout Quand dans sa dernière partie, dans voilà. sa dernière partie, c'est délirant, mais même la première, hein, vraiment, c'est Mm. très, très, très singulier, parce que tout est très stylisé. En fait, il traite ça que de la façon dont il traitait ces films de fantômes, qui avaient un pied dans le réaliste et un autre pied dans le théâtre, le kabuki, hein. Mm. Et là, c'est pareil, ça se passe souvent sur des fonds noirs, avec des angles un peu biscornus. Mais au début, tu pourrais presque penser aussi à une sorte de mise en couleur, de réactualisation du film noir, en fait, hein. On est en 1960, on peut aussi penser dans les premières minutes qu'on va avoir affaire à une sorte de nouveau film noir ou de film noir qui tire vers le fantastique, tu sais, un peu comme, je pense à En quatrième vitesse, à des films comme ça de Robert Aldrich, avec quelques couleurs, mais finalement, dans la première partie, les couleurs, elles sont assez atténuées. Donc, tu aurais tendance à rapprocher le film du film noir, d'une intrigue qui va être peut-être une intrigue policière, enfin, un conte criminel, on va dire. Oui, que commence cet étudiant va réussir ou pas à se éviter. Là, par exemple, la mère de l'homme qui est mort dans l'accident de voiture, du Yakuza, la fiancée de cet homme qui est prostituée, enfin hôtesse de bar, etc. En effet, on peut penser à ça. Mais dès qu'il part dans la maison de retraite, là, on se dit, mais qu'est-ce qui se Mm. passe? Et en plus, il va retrouver une jeune fille qui est le sosie de sa fiancée qui est morte. Enfin voilà, tout devient très très curieux. Mais une fois qu'ils sont aux enfers, là, on a un festival quand même de scènes. Alors, par exemple, bon, il a pu tourner Nakagawa dans un studio quasiment désert de la Shinto, puisque la Shinto allait être revendue, est en faillite, en tout cas elle est fermée, donc il a à sa disposition un très très grand studio, ce qui lui permet de dépasser un peu aussi son statut de série B, hein, Oui. parce que c'est un film qui n'a pas coûté beaucoup d'argent. Et donc c'est ce studio qui va figurer les enfers, et donc tout va être empli de brume. Au départ, il y a des cadavres, enfin il y a des corps comme ça qui sont disposés dans le studio et ça me fait énormément penser à la fin de l'au-delà de Lucio Fulci. Oui. Hein, ça ressemble beaucoup. Alors moi, je sais qu'il y a eu pas mal de films japonais qui ne sortaient pas en France, mais qui sortaient en Italie et où on pu puiser. C'est un cinéaste italien, l'exemple le plus célèbre étant Dario Argento, qui s'inspire d'une scène de pendaison du couvent de la Bête Sacrée pour Suspiria, par exemple. Et donc, ça serait pas étonnant que, voilà, ce film-là soit sorti à un moment et que Fuji soit allé le voir et que ça lui soit resté, puisque finalement, je dis pas que les thèmes sont pas proches. Les thèmes, c'est l'au-delà, l'enfer, etc. Ouais. pour les deux films. Et le film a aussi une particularité, c'est que on date souvent la naissance du gore aux États-Unis avec Herschel Gordon Lewis, donc vers, je sais pas, 62, 63, quelque chose comme ça. Mais quand on voit l'enfer qui date de 1960, c'est déjà extrêmement gore, hein, puisqu'on a des damnés qui se font scier par une scie, on leur arrache la peau, on les décapite, mais ça vraiment graphiquement, on voit vraiment tout, hein. Il y a cette scène où il y a un damné qui est complètement écorché, on voit sa cage thoracique avec le cœur qui bat, enfin voilà, on voit sa tête, il est toujours vivant et il hurle, enfin, on serait moins, je dirais, américano-centré, il faudrait dire, ah ouais, non, le premier film gore, hein, finalement, c'est L'Enfer de Nakagawa, parce que je trouve pas d'équivalent de film aussi sanglant et en couleur, et qui soit pas un film de sabre. Le Chambara, évidemment, il y a des sabres, il y a des bras coupés, il y a des geysers de sang, mais c'est pas du tout la même chose. On voit pas d'intestin, on voit pas de choses comme ça. Et sinon, que dire d'autre? Oui, ce qui est de toute façon totalement délirant, c'est l'enfer qui, en même temps, emprunte à la tradition bouddhiste, hein, parce que quand on voit des peintures infernales, hein, qui était un genre de peinture qui avait du succès, on va retrouver Enma, le juge des enfers, hein, voilà, avec sa couronne, sa grande barbe, etc., qui apparaît dans le film, hein, c'est lui qui donne son jugement, donc vous allez aller en enfer, etc. Et puis on va retrouver les démons aussi, qui sont des sortes de bodybuilders, en fait, qui sont roux,
rouges musculeux avec des têtes démoniaques, les cheveux longs, etc. Ben ça, c'est une reproduction directe des peintures d'enfer. Donc c'est un film qui finalement a un côté très traditionnaliste en réalité, puisqu'il va directement se baser sur la tradition bouddhiste. Et puis bon, évidemment, il y a toute l'histoire du karma. Ouais, mais même s'il y a ce folklore, cette tradition japonaise, comme tu dis, bouddhiste, et ce bestiaire, on va dire, il y a quand même une parenté avec quelque chose de judéo-chrétien, c'est-à-dire que tu peux très bien comprendre avec ta culture judéo-chrétienne les questions de culpabilité, les questions de jugement. Tu comprends assez vite, en fait, ce qui est étrange dans ce film, c'est que c'est presque la partie aux enfers qui est la plus claire, bon, parce qu'elle est la plus expressive, c'est là où les personnages sont les plus clairement définis dans leur fonction, donc c'est presque ce passage-là, tu comprends davantage ce qui se passe et les histoires de châtiment, de culpabilité. Et Oui. finalement, même avec une culture judéo-chrétienne qu'on a nous en Occident, on peut comprendre à quoi correspond effectivement, comme tu disais, le vieux barbu qui donne son jugement, les bourreaux autour, la roue qui tourne, tu vois, c'est des codes finalement qu'on saisit assez bien dans leur symbolique. De toute façon, je spoil, mais bon, ça, de toute façon, c'est un film qui est insensé de toute façon, hein. Moi, j'ai toujours pas compris pourquoi on revoyait dédoubler la fiancée et puis le sosie de la fiancée, l'une à côté de l'autre, comme si elles étaient la même personne. Ça, c'est des choses qui sont très énigmatiques. Oui, donc il y a ce côté très traditionnel, et puis d'un autre côté, les enfers ressemblent quand même aussi à un cabaret, hein, Ouais. avec jazz, des lumières de cabaret, des filles nues, des choses comme ça. Donc le réalisateur, enfin, on a l'impression qu'il n'y a aucun tabou en réalité. On est en 60, il fait ça, voilà, il va jusqu'au bout de son délire. Mais d'ailleurs, tu parles de filles nues, mais c'est vrai que c'est très surprenant aussi. J'ai parlé au début d'une impression qui pourrait être celle d'un film noir, mais au tout début, lors du générique, on a des silhouettes de femmes dénudées en nuisette. On se demande où on est tombé, on se dit mais c'est un film érotique de la Nikatsu. Enfin, tu vois, ça pourrait être un truc très érotisme japonais. Et en même temps, il y a quelque chose un peu de générique de James Bond. Ça ressemble au générique des premiers James Bond des années 60, tu sais, avec une jambe qui dépasse d'une nuisette. C'est assez étonnant. Je sais pas si tu sais d'où vient cette volonté de rajouter une forme d'érotisme. Je pense que c'est de l'érotisme. Je crois que ça vient pas du cinéma réellement, puisque en fait on est en 60, hein, on est en 1960, donc c'est même avant le cinéma pink à la Wakamatsu, hein, et c'est bien avant la Nikatsu, Oui, le roman porno, et c'est même avant les films de torture de la Toei, hein, Vierge pour le bourreau, enfin tous ces films-là. Donc on est vraiment à une époque où il n'y a pas d'érotisme en tant que tel au cinéma. Mais je pense que ça vient des magazines en réalité. d'accord. C'est-à-dire que à partir des années 50, il y a un grand boom des magazines érotiques, des trucs un peu SM, les magazines hentai, donc pour les pervers, hein, voilà. Mais qui sont en même temps des magazines qui sont des magazines culturels, hein, aussi, parce qu'on va parler de bataille, on peut parler de SAD ou de choses comme ça. Donc il y a un côté un peu lettré, un peu intello quand même, même si on va montrer des femmes nues. Et souvent ils font appel à des très bons photographes. Et donc je pense que cette stylisation des corps, et puis il y a beaucoup de censure au Japon, hein, on n'a pas le droit de tout montrer, on peut pas montrer le pubis, donc il faut mettre des belles lumières plutôt, des choses comme ça pour que ça soit esthétique. Et je pense que ça vient peut-être plutôt de là, en fait, hein. Sujet D'accord. un peu sulfureux, donc voilà, on va mettre un peu d'érotisme. C'est acceptable quand même pour la censure, hein. Ou alors ça titille le spectateur sur ses propres vices, d'une Oui, certaine façon peut-être. C'est un film qui va parler de personnages qui tombent en enfer à cause de leurs vices. Et c'est ça ça, dit, oui. toi, spectateur, quelle est ta part de voyeurisme, quelle est ta part de luxure, de libido? C'est peut-être ça aussi, je sais pas. Oui, oui, peut-être, hein. Il n'y a pas de culpabilité judéo-chrétienne chez les Japonais, de fait, mais il y a sûrement aussi une façon de jouer avec la honte, que la honte est un sentiment d'excitation aussi. Mais après, pour le côté jazzy, je pense que ça vient des comédies musicales hollywoodiennes Ouais. aussi, de Stanley Donen peut-être, de choses comme ça, de Tous en scène. Parce qu'il y a un côté évidemment comédie musicale aussi, hein. Dès qu'on est aux enfers, il n'y a pas de chanson, mais ça pourrait être une comédie musicale des enfers aussi, hein. Ça pourrait presque être All That Jazz de Bob Fosse par exemple, ou des choses comme ça. C'est vrai, bah oui, il y a ce côté de toute façon choral. T'as l'impression que c'est vrai que c'est une grande scène sur laquelle on retrouve une centaine de danseurs, de figurants, de choses comme ça. C'est vrai que tu penses forcément à des spectacles vivants avec énormément de participants et des grands décors. Comme tu disais, c'est un film à petit budget, l'équivalent d'une série B, mais c'est vrai que ça donne un côté très grandiose. Tu faisais le parallèle avec Lucio Fulci, mais ça a forcément quelque chose de plus grandiose que La fin de l'au-delà, qui pourtant, je trouve que c'est déjà un très très beau film, très soigné, hein, bien évidemment. L'au-delà, ça Bien fait pas sûr. partie des productions italiennes les plus fauchées, mais dans l'au-delà, on avait juste, si je me souviens bien, juste deux personnages qui avancent vers cette espèce de paysage complètement lugubre et presque apocalyptique, presque Voilà, lunaire en fait. T'as l'impression et que t'es sur... quand il se retourne, c'est toujours le même paysage. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est difficile à comprendre parce que Lucio Fulci et puis quand même cinéma italien, pour ce qui est des raccords, des choses comme ça, c'est pas toujours, ça peut être un peu brusque. Hasardeux, Il y ouais. a-
Mais j'ai mis assez longtemps à comprendre que oui, non, c'était ça. Ils se retournent et c'est toujours le même paysage. Ils peuvent pas sortir. Mm. Mais pour revenir à Fuji, il y a quelque chose qui est vraiment très troublant. C'est que dans l'enfer, Jigoku de Nakagawa, un personnage peint les enfers Oui, où c'est ils vont vrai. se retrouver, en fait. La toile devient la porte de passage vers les enfers. Exactement pareil dans l'au-delà, Mm. où c'est la toile du peintre qui se fait recouvrir de chaux au début, là, dans le prologue. Et ben, quand on dévoile cette toile, c'est déjà le paysage où on va être à la fin, en fait. Donc, les personnages, en fait, rentrent eux aussi à l'intérieur de la toile. C'est vraiment extrêmement proche, là. Pour le coup, c'est même pas une représentation uniquement graphique, c'est un élément, le tableau, comme Porte des Enfers, qu'on va retrouver dans les deux films, et puis avec le même effet, quoi. Et puis une Donc, vraie modernité dans la représentation de l'enfer, parce qu'on est, comme on le disait, sur un enfer qui est un enfer très traditionnel et qui peut évoquer pour nous un enfer judéo-chrétien. Qui dit enfer judéo-chrétien dit flamme, en fait, dit un gigantesque brasier. Et là, au contraire, on est sur quelque chose d'assez froid. Comme je le disais, Lucio Fulci, t'as l'impression qu'ils sont sur une espèce de cratère lunaire, qu'ils sont sur une espèce de terre absolument stérile. Et on retrouve un peu la même impression, c'est-à-dire que c'est un grand décor, le décor à la fin dans Jigoku, comme tu le disais, c'est un très grand plateau de tournage et finalement assez épuré avec des formes très simples, des couleurs très lugubres, des bleus très pâles, du glauque, parfois des touches de vert et parfois des touches de rouge qui peuvent évoquer le feu, une chaleur, quelque chose qui va te consumer. Mais c'est très étonnant cette représentation qui est très théâtre contemporain. Les flammes sont intériorisées en fait d'une certaine ouais, façon. La ouais. douleur est intériorisée et au contraire c'est quelque chose de très froid. En effet, il y a même un film de José Mojica Marins, Zedo Quesao, le croquement brésilien avec la barbe et les grands ongles là, aussi où il se retrouve aux enfers. Donc là, on a un enfer qui est un peu mexicain, quoi, Mm. plutôt mexicain. Donc à chaque pays, à chaque cinéaste, en tout cas, ses enfers. Mais ouais, c'est vrai que c'est un film qui est assez étonnant parce que t'as parlé de grotesque et c'est vrai que bon, ça laisse forcément une impression de grotesque. Dans la succession des morts, il y a un moment où t'en viens, je sais pas pour toi, mais moi j'en ai vraiment un rire tellement les morts s'accumulaient dans le film. Tu sais, il y a une scène sur un pont Ah oui. où t'as deux morts à l'intervalle d'une minute et avec les fameux mannequins pour représenter le cadavre, un mannequin très mou qui tombe, voilà. Oui. Et là, je pense qu'il y a quand même volontairement de la part du réalisateur l'envie de représenter. Je pense pas que ce soit notre regard de spectateur aujourd'hui qui déforme ce film et qui s'en moque. Je pense qu'il y a déjà l'envie de montrer à quel point le personnage est en train de devenir fou tellement les morts s'accumulent autour de lui parce que il porte une culpabilité et c'est presque une espèce de réaction en chaîne. En tout cas, sa culpabilité va se diffuser sur toute une communauté. C'est comme s'il avait contaminé toute la Ouais, communauté ouais. autour de lui. Et il y a un moment où ça devient presque un prétexte de gag, hein, on va le dire en tout cas, voilà. Ah oui, oui, bien sûr. Bon, parce que c'est quand même, on n'est pas chez Bergman, enfin, Non. voilà, c'est quand même aussi un film de divertissement, Et c'est cet esprit japonais qui naît vers les années 1920, qu'on appelle l'eroguro nonsensu, érotique, grotesque et absurde, nonsensique nonsense, eroguro nonsensu. Donc on connaît un peu en France par les livres, aussi par leurs adaptations, Edogawa Rampo, comme La Bête aveugle, La Maison des perversités, des récits qui mélangent le polar souvent, il y a souvent une enquête, parce qu'il y a des crimes, le polar, l'horreur, parce qu'il y a plein de tortures, de sévices, c'est assez pervers, l'érotisme, alors pas forcément un érotisme très franc, mais par exemple il va y avoir des femmes qui sont manipulées par leur mari, qu'on oblige à faire des choses, ou alors des travestis, ou des sortes de fantomas ou féminins comme le lézard noir, par exemple, qu'a adapté Fukasaku, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, etc. Bon, donc un érotisme un peu oblique et puis l'absurde, parce que ce sont des récits qui vont s'inspirer d'Edgar Poe et qui vont développer tout ce qui est absurde, de coïncidences, de choses improbables. Ça va contre la logique policière rationnelle en même temps. C'est un peu comme le giallo aussi, on peut dire d'une certaine façon. Et il y a quelque chose de ça dans le film qui va trouver des logiques propres à lui-même, justement avec des accélérations de temps bizarres, en effet, plusieurs morts à la suite sur le même endroit, un pont, voilà, des personnages qui disparaissent, qui reviennent sous une autre apparence, sous un sosie, voilà. Donc il y a ce côté absurde, mais en même temps, c'est un absurde existentiel aussi. C'est rendre compte de l'absurdité de la vie aussi, et que la vie n'est pas un enchaînement bien réglé de choses, mais que peut-être le passage dans l'au-delà nous permettra de rassembler tout ça et de trouver une cohérence. Bah oui, c'est un film qui a sa propre logique, comme tu dis, ses propres logiques de ton en fait dans le film, parce que on passe vraiment de quelque chose qui
peut être parfois très naïf. Cette accumulation de tension entre les personnages à un moment, ça fait très mélo, ça fait presque telenovela, hein, je dis Ouais, ça ouais. sans me moquer du film, mais donc il y a quelque chose parfois d'un peu naïf dans la représentation des relations humaines et puis effectivement les coups de théâtre. Ah mais j'ai eu un enfant caché avec toi, mais machin, mais tu croyais que j'étais telle personne, en fait non. Il y a cette naïveté et puis elle est contrebalancée par une très grande cruauté d'un autre côté, donc ça fait vraiment un mélange très étrange de passer de quelque chose Oui, qui te oui. paraît vraiment parfois une pièce de boulevard très naïve à une espèce de grande cruauté, comment dire, à très grande échelle de quelque chose de dantesque, hein, parce qu'on l'a pas dit, mais le mot qui vient à l'esprit quand on voit ces représentations de Oui. l'enfer, effectivement, c'est grandiose, c'est dantesque, et c'est effectivement quelque chose qui est, comme tu dis, existentiel, qui va vraiment remettre en question les lois physiques et métaphysiques du monde dans lequel elles prennent place. Oui, et puis ça parle aussi, de façon qui quand même reste sérieuse, du rapport de l'Asie, des Japonais en l'occurrence, avec la croyance, les croyances bouddhistes. C'est ça qui est étonnant, parce que nous, on n'aurait pas une comédie sur je sais pas, l'Ancien Testament, par exemple. Voilà, une vision Mhm. comme ça. Enfin, pas, je dis pas que l'enfer est une comédie, mais voilà, on va pas. Aucun cinéaste occidental ne s'est confronté à ça, de dire, bah voilà, on va faire une comédie musicale sur l'Ancien Testament. Enfin, voilà, ça aurait été un scandale. Eux, ils peuvent traiter de la religion, du bouddhisme, de l'au-delà, etc., mais avec ce ton, voilà. Alors, les Italiens auraient peut-être été capables de faire quelque chose comme ça pour en revenir à Fulci. Les Oui. Italiens, fin 60, début 70, on aurait peut-être pu avoir quelque chose de bien barré, de aussi à la fois très théâtral, très divertissant, très amusant et en même temps assez corrosif Ouais, ouais. sur la Oui, religion. oui. On aurait pu avoir quelque chose qui ressemblait comme ça, peut-être du côté du cinéma italien, ouais. Le nombre de giallo où le tueur c'est un prêtre, bon. Hey, what's the matter with you? What's going on around here? What's the matter with you? Man's after me. You gotta stop him. He's after me again. I'm getting out. Now you have to go. Not me, sister. That's just what I need. Get mixed up with some girl who's off her rocker. I don't want to be left alone. On passe au Carnaval des âmes, un film de R. Carvey sorti en 1962. C'est un film qui est un peu moins rare quand même que Jigoku. Jigoku, ouais, on peut l'éditer chez Criterion. Je pense uniquement en DVD, mais bon, bah, normalement, il devrait quand même maintenant. Il y a une telle profusion maintenant sur le cinéma japonais que je pense qu'il devrait être réédité en Blu-ray. Et puis, En il y aura édition des française, éditeurs quoi. français qui vont s'y intéresser, bien sûr. Donc le Carnaval des âmes est moins rare que Jigoku, qui c'est un film qu'on a, j'ai l'impression, redécouvert, que la cinéphilie, les fantasticophiles Tout à fait. ont largement redécouvert ces 10 dernières années. C'est un film assez intéressant parce que ça fait partie de ces films d'un réalisateur qui n'a réalisé qu'un seul film, quoi. C'est l'œuvre unique d'un réalisateur qui est R. Carvey, un personnage assez mystérieux. Est-ce que tu peux nous faire un pitch de Le Carnaval des âmes? En effet, c'est un film qui a été redécouvert. Moi, je me souviens, j'avais une vingtaine d'années, c'était dans les années 90. J'avais des copains qui avaient acheté des numéros d'une revue américaine qui s'appelait Ciné Fantastique. Et dedans, il y avait un dossier Carnival of Souls, un film dont je n'avais jamais entendu parler. Et il y avait ces photos absolument fascinantes avec cette femme blonde comme ça qui avait l'air terrorisée par quelque chose. Et puis, voilà, c'est ces images d'un personnage. Est-ce que c'était un zombie, enfin un mort-vivant, un fantôme, voilà, de blanchâtre avec les yeux peints en noir, etc. Et puis des images de personnages en train de danser, pareil, habillés. Le film est en noir et blanc, mais on les imagine habillés tout en noir, comme ça, très pâle et tout. Donc c'était complètement fascinant. Et puis bon, dans les années 90, ça, pour trouver un film, il n'y avait pas à pousser sur un bouton ou aller sur des sites que la morale réprouve pour chercher ça. Il n'y avait même pas YouTube pour voir une bande-annonce, hein. Et puis quelques années plus tard, ça devait être, je sais pas, 87, 97, et ben le film est passé sur Arte, en fait, dans une soirée Halloween. Et franchement, ça a été à la hauteur de mes attentes, hein. Vraiment, il n'y a pas eu de déception. C'était même encore plus dingue, encore plus magnifique que ce que j'avais pu imaginer. Alors, de quoi ça parle, le Carnaval des âmes? C'est l'histoire d'une jeune femme qui est organiste dans une église. On est en Amérique dans les années 60, hein, le film est en noir et blanc. Et elle conduit sa voiture et sur un pont, encore un pont, hein, évidemment, puisque Oui. le pont nous entraîne, hein, toujours de l'autre côté, hein, c'est l'au-delà, hein. C'est un lieu de passage. Sur un pont, eh ben, il y a une sorte de jeunes voyous américains là, qui conduisent très vite leur voiture et là, un accident, elle tombe dans l'eau du fleuve, là en dessous. Elle tombe et puis, bon, la secours arrive,
Elle sort du lac, plusieurs heures après d'ailleurs, c'est ça qui est assez étrange, hein. Elle reste assez longtemps, hein, sous l'eau. Et donc elle sort de là, elle est couverte de boue, une très très belle image où elle sort comme ça, où elle marche dans la boue elle-même, recouverte de boue, on dirait une sorte d'oiseau, de mouette, avec du pétrole un peu, voilà, voilà. Et puis elle a une sorte comme ça d'angoisse, évidemment, quoi, c'est quand même un traumatisme, et elle décide de quitter la petite ville où elle est donc organiste, hein, parce qu'elle sent qu'elle ne peut pas rester là. Et donc elle va aller dans une ville voisine, elle conduit toute la nuit, puis elle commence à avoir des hallucinations. En conduisant, elle voit un visage d'homme blanchâtre qui apparaît par la fenêtre de sa voiture, qui apparaît même devant elle sur la route. Et puis elle va arriver dans la petite ville, elle va louer une chambre, et peu à peu, les hallucinations vont se faire de plus en plus fréquentes, et elle va être, dans ses rêves, la nuit, elle va être entraînée sur une plage où il y a une rotonde, enfin, il y a une sorte de grand bâtiment circulaire de fête foraine. Elle va finir par pénétrer à l'intérieur de cette rotonde où donc l'attendent les âmes qui ont leur carnaval. En fait, c'est leur carnaval, c'est une sorte de bal, en fait, où ils tournoient comme ça. Je sais pas s'il faut raconter la fin, mais c'est si, bon, de toute façon, si on raconte pas la fin, on perd quelque chose, puisque c'est un film qui est très en avance aussi sur son temps, hein, sur son twist. Ce qui est totalement étonnant, c'est que c'est un film qui est relativement lent, qui est extrêmement atmosphérique et qui donne une très très grande importance aux décors. Alors il y a ces décors de ces petites villes américaines du début des années 60, là, province, ces routes où ça ressemble un peu à Psychose, hein, lorsqu'elle conduit la nuit, comme ça, il y a seulement une influence d'Hitchcock à ce moment-là, quoi. Une femme blonde qui conduit la nuit en écoutant la radio. Alors dès qu'elle allume la radio ou qu'elle va quelque part, elle entend de l'orgue aussi, hein, une sorte d'orgue sinistre, lugubre, etc. Et puis il y a la deuxième ville où elle va, où il va se passer des choses qui sont absolument géniales, c'est que en fait elle va avoir des sensations de dépersonnalisation. C'est-à-dire qu'elle rentre dans un supermarché, elle va essayer une robe, et puis elle est dans la cabine d'essayage, et d'un coup il y a un petit flou comme ça, une petite vague sur l'image, et quand elle sort, en fait, personne ne la voit. Elle s'adresse à des vendeuses qui ne la voient pas, les gens autour d'elle ne la voient pas, et puis donc elle est un fantôme à ce moment-là, elle est complètement invisible au reste du monde dont elle n'entend pas, même pas la voix. Et ça, en fait, c'est des choses qui rappellent Antonioni, qui rappellent les problèmes de communication qu'ont les personnages d'Antonioni à l'intérieur des villes, hein, pareil, des villes très blanches, très dépeuplées. Mm. Donc c'est une horreur ou en tout cas un trouble existentiel qui n'est pas bon. Des ténèbres à ce moment-là, hein, mais qui se déroule en plein jour, hein. Comment on peut ne pas exister dans ce monde moderne, être, comment dire, invisibilisé maintenant. Et on a l'impression qu'elle porte déjà ça en elle avant cet accident. Ce personnage, c'est peut-être aussi déjà un personnage qui est un personnage très solitaire, qui est un Oui. personnage un peu à la marge. D'abord, elle part d'une petite ville qui est justement la ville où on construit ces grands orgues d'église. Et c'est pour ça qu'elle est devenue organiste. On comprend qu'elle s'est un peu réfugiée dans cette musique, dans ce savoir-faire, dans ce métier. Elle n'est pas exactement comme les jeunes femmes de sa génération. On a l'impression qu'elle est déjà un peu solitaire, un peu perdue dans ses pensées, dans ses angoisses. Et donc, on a l'impression qu'elle porte déjà ça, l'impression d'être déjà un peu une marginale avant même cet épisode étrange, existentiel qu'elle va vivre après son accident, quoi. Oui, oui, elle est consciente de quelque chose, hein. Peut-être même qu'elle ne le sait pas. Il y a une dimension féministe dans le film aussi, qui est nette, hein. C'est qu'elle est souvent sous le regard des hommes, en particulier de son voisin, par exemple, hein, qui essaie de la draguer de façon un peu lourde. Bon, c'est pas un mec méchant, c'est un mec de la campagne, lui aussi un Exactement. peu solitaire, un peu maladroit, ou voilà, qui a pas beaucoup de débouchés dans la vie, qui n'a pas non plus beaucoup de possibilités de trouver quelqu'un avec qui vivre, Voilà. hein. Il est célibataire, il y a une jeune femme célibataire dans la porte d'à côté, la porte d'en face. Bon, bah, dans l'ordre des choses, c'est de la draguer, de passer la soirée avec elle. Et elle, on sent que ça l'intéresse pas beaucoup, en fait, la sexualité, la séduction, les hommes. C'est vrai que, comme Non. tu dis, il y a peut-être l'envie d'un personnage de s'extraire de quelque chose de patriarcal, comment dire, de centré autour des hommes, d'une société centrée autour des hommes, autour de l'ordre bourgeois aussi, des Ouais. familles et des choses comme ça. Oui, oui, en tout cas, de s'extraire de la société où elle est à ce moment-là, qui est la société américaine des années 60, qui est la même, en fait, exactement la même société que décrit Hitchcock dans Psychose. On peut vraiment raccorder les deux films, hein. Le monde de la télévision, qui va aller dans tous les foyers, le monde des assureurs, des assurances, des psychiatres aussi, hein, qui vous mettent un peu dans des cases, des petites villes de plus en plus impersonnelles. Le psychiatre, comme tu dis, c'est vrai que c'est assez violent à voir aujourd'hui parce que direct il la rencontre, il la voit, il fait, mais vous faites une crise d'hystérie, une crise de nerfs. Tout de suite, il emploie des termes super violents et qui paraissent très misogynes aujourd'hui. Venez Oui, dans mon oui. cabinet, c'est emballé en 5 minutes. Voilà, crise de nerfs, oui, hystérie, machin. C'est Ça, vrai. il pose tout de suite un diagnostic et il dit, oui, bah moi, les femmes, je sais comment les traiter et les remettre dans le droit chemin, quoi, tu vois. On a l'impression qu'il y a tous ces hommes n'ont qu'un seul visage, en réalité, hein. C'est le visage du fantôme, qui donc, si on pousse un peu plus loin, bah, serait le fantôme du patriarcat, en fait, hein.
Ça serait le visage éternel que peuvent avoir tous ces hommes, c'est-à-dire cet homme au visage blanchâtre qui peut lui apparaître n'importe quand et qui tente de l'entraîner vers le monde auquel elle appartient désormais, le monde des morts en tout cas, hein. Et d'ailleurs, là, c'est aussi une autre dimension du film, un peu prémonitoire, parce qu'on peut pas s'empêcher de penser à Lynch à ce moment-là. Évidemment. Parce qu'il ressemble un peu à l'homme mystère de Lost Highway. Et puis dans Lost Highway, on a aussi un personnage qui est mort à un moment du film et qui essaye de poursuivre sa vie en se dissimulant dans un autre corps, etc. Et qui va être rattrapé aussi, hein. Et donc, ce personnage, en tout cas dans Carnival of Souls, c'est un flic, un peu, quoi, le flic des morts qui dit que non, il faut rejoindre cet autre monde. Elle peut pas échapper à sa condition. On pourrait dire, si on part toujours sur la métaphore, que la femme américaine, la femme au foyer, est une morte vivante, de toute façon, qui est prisonnière de son mariage, sa maison, de la société, dont elle ne peut pas s'échapper. Et je trouve que l'actrice Candace Idigos de Carnival of Souls, elle est parfaite. En fait, Elle est magnifique. Elle a un physique très très particulier, des grands yeux comme ça, un peu hallucinés, un peu hantés. Elle fait partie de l'intérêt graphique du film aussi. Il a choisi une actrice qui effectivement est pas tant que ça ancrée dans les archétypes féminins de l'époque. Elle est presque aussi irréelle d'une certaine façon. Elle est presque aussi poétique que Herc Harvey, puisqu'on l'a pas dit, mais c'est Herc Harvey lui-même qui joue cette espèce de figure de fantôme. Elle est presque aussi poétique elle-même que les autres apparitions fantastiques qu'il y a dans le film, alors qu'elle n'est pas censée être intrinsèquement fantastique. Elle est très spéciale, on ne se lasse pas de la regarder, hein, de l'avoir évolué. Elle aussi, elle est un peu plus loin même que 62, puisqu'on peut penser à des actrices comme, je sais pas, Gena Rowlands dans Une femme sous influence, des actrices toujours un peu sur la... C'est vrai qu'on sent chez elle une nervosité, un truc, quelque chose qui est toujours prête à... Ouais, un mélange entre une espèce de côté petit oiseau tombé du nid, un peu fragile, d'une Mia Farrow, et comme tu dis, quelque chose qui est plus sur le bord de la rupture, comme une Gena Rowlands, effectivement, ouais, je suis d'accord. Ou l'actrice qui nous a quittés il y a pas très longtemps, qui était dans Chromosome 3, tu sais. Montaïgar, hein. Voilà, tu vois, Oui, ce genre oui, de oui. personnalité qu'on aura dans le fantastique, ces portraits de femmes angoissées, ces portraits de femmes qui sont sur le point d'effectivement de se briser en mille morceaux sous l'effet d'un phénomène surnaturel. Et c'est vrai que finalement, il n'y en avait pas tant que ça à l'époque, et elle annonce toute une génération de personnages dans le fantastique, dans le cinéma de genre, assez sublime. C'est vrai que non, il n'y en avait pas. Et puis le film d'horreur à l'époque, c'était quand même la Hammer, hein. Des films victoriens, enfin voilà, qui se passaient à l'époque victorienne. Plus archétypaux. Et t'as Oui. parlé d'Hitchcock, c'est pareil, les femmes chez Hitchcock sont quand même moins libres que ce personnage-là, tu vois. Ça paraît plus cadré par le regard de Hitchcock, par le male gaze de Hitchcock, on va dire. Oui, oui, Tu vois. oui, oui, exactement. Et il n'y avait pas tellement de films d'horreur extrêmement contemporains, je pense, à Mm. cette époque-là. Oui, on revenait vers le gothique, c'était le moment où le gothique était réactivé. Le cinéma fantastique avait été un peu en jachère, un peu en dormance pendant les années 50, hein, au profit d'autres genres comme le film noir, comme la science-fiction aussi. Et Science-fiction, oui. fin 50, début 60, le fantastique, mais le fantastique effectivement gothique, et le fantastique à base de monstres, à base d'une créature qu'il faut combattre, d'une malédiction, de choses qui sont clairement définies dans le pitch, quoi, de toute façon, dans le film est vendu au spectateur, et réenclenché à partir de la fin des années 50 avec William Castle aux États-Unis, Roger Corman, en Angleterre, comme tu l'as dit, avec Hammer, et puis après la Amicus, même en Espagne avec Jess Franco, en Oui, oui. Italie, bien évidemment, tout le gothique italien à partir de Riccardo Fredar, Mario Bava. Et c'est vrai que là, c'est une proposition très différente et beaucoup plus moderne, en fait. Comme je le disais, c'est un personnage qui va annoncer plein de personnages dans le cinéma fantastique de ces 50-60 dernières années, mais ça annonce aussi tout un rythme du film. C'est un film qui peut te fasciner par sa mythologie, par ce lieu. On l'a pas dit, mais le lieu, en fait, c'est un peu ça qui a donné envie à Herc Harvey. En tout cas, c'est comme ça qu'il a réussi à faire le film. C'est à partir du moment où il a trouvé ce lieu qui s'appelle Salter. Voilà, c'est un lieu près de Salt Lake City, dans l'Utah. Donc, c'était un espèce de grand centre, comment on pourrait dire, ouais, centre de loisirs, bain public et autres du début du siècle aux États-Unis, qui a à ce moment-là été abandonné. C'est un peu un lieu maudit parce que il a brûlé peu de temps après. Donc, le lieu qu'on voit à l'écran n'existe plus vraiment parce qu'il y a eu un grand incendie au début des années 70. Après cet incendie, il a été reconstruit et ils se sont dit, allez, faut relancer ces activités-là. Et il y a eu ensuite une inondation qui a eu lieu au début des années 80. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, donc, il est toujours en activité. C'est effectivement une espèce de grand centre de loisirs, comme les Américains les affectionnent. Donc, certes, il y a ce lieu, certes, il y a ces apparitions étranges. On ne sait pas si elles sont démoniaques, fantomatiques, effectivement. Mais le film est vraiment saisissant par son ambiance dans ce que tu peux pas vraiment saisir de cette ambiance-là, de ce qui n'est pas forcément matériel, de ce qui est de l'ordre des sensations. Et c'est vrai que ça, c'est très moderne et ça annonce une façon de traiter le fantastique qui va de plus en plus se développer à partir des années 70, 80 et encore aujourd'hui, tu vois.
tu vois. Moi, il y a aussi un film que j'aime beaucoup qui est Messiah of Evil de Oui, oui, oui. Willard Oui, tout Huyck à fait. et Gloria Katz, qui est sorti 10 ans plus tard, au début des années 70. On a aussi un personnage qui arrive dans une petite ville. Bon, là, on bascule peut-être un peu plus dans quelque chose qui est de l'ordre du zombie, du film de zombie. Mais voilà, il y a aussi quelque chose qui est pré-lynchien dans un film comme Carnival of Souls. Il y a aussi un autre film. Alors là, tout le décorum autour et toute la mythologie, tout le bestiaire est un peu plus développé dans ce film-là. Mais je pense à Alice ou la dernière fugue de Claude Chabrol. Ça Voilà. ressemble énormément, hein, c'est vrai. Alors, parce qu'on voilà, on hésitait à savoir si on défleure ou non le twist du Ah film. bah, disons que oui, on peut le dire, qu'elle est morte dans son premier accident et Accident. qu'elle a vécu une sorte de vie parallèle, hein, comme ça, et à la fin, on retire sa voiture, elle est à l'intérieur, morte. On Voilà. retire sa voiture du lac. Donc tout ce qu'elle a vécu, c'est à la fois peut-être un rêve qu'elle fait sur les dernières secondes avant sa mort, en essayant d'échapper à sa mort, ou alors elle est vraiment fantomatique à ce moment-là, et c'est peut-être quelque chose qu'on verrait après qu'on l'ait retirée. C'est-à-dire elle a pas conscience qu'elle est morte et elle essaye. Enfin bon, voilà, ça c'est impossible de toute façon rationnellement d'expliquer ce qui se passe, hein, dans ce genre de Exactement. mystère. Mais ça sera le sixième sens évidemment va Le sixième sens, raconter ouais. cette histoire-là aussi. Alors là, on vous a Oui, spoilé Carnival of Souls et on vous a du coup, désolé, mais spoilé aussi le film de Chabrol. Mais je pense que peut-être pour les spectateurs de l'époque, c'était un twist. Pour des spectateurs oui, d'aujourd'hui qui ont quand même davantage des références, et comme tu dis, le sixième sens est aussi passé par là, ou l'échelle de Jacob, ou des films comme ça. Je oui. pense que quand on voit l'accident au début du film et qu'on Ah voit ouais. qu'il se passe des choses étranges, la façon dont, comme tu dis, elle sort de l'eau et on se dit, Deux heures, attends, 2 heures plus tard, et personne ne voilà. s'inquiète vraiment. Je pense qu'un spectateur d'aujourd'hui, de toute façon, grille Bien le sûr, et dénouement puis et c'est pas tant ça l'intérêt du film, hein. non, C'est non, c'est c'est pas ça le l'intérêt. Eric Harvey, oui, en effet, c'est un drôle de type qui, en fait, a réalisé beaucoup de films industriels, en fait. Hein, c'est un cinéaste d'entreprise, en quelque sorte, qui ont commandé des films, etc. Sur les dangers, par exemple, de l'alcoolisme, les dangers de la conduite automobile, hein, voilà, si on conduit trop vite, il reste quelque chose quand même, hein, du côté mise en garde. Qu'il y a les jeunes sur le pont, espèce de jeunes délinquants, début 60. Donc c'est pour ça qu'il fait un premier film, mais quand même avec une très grande maîtrise technique. Hein, c'est pas un débutant, c'est un débutant dans la fiction, mais c'est pas un débutant dans le Mm. cinéma. Et donc, curieusement, c'est son seul film, voilà, tourné pour vraiment une misère. Hein, le film va passer dans des drive-in, hein, en quelque sorte, des choses comme ça, mais ça sera vraiment local. Hein, il va pas y avoir un engouement autour de Carnival of Souls, comme il peut y en avoir aujourd'hui pour des petits films qui grossissent, dont on se rend compte l'originalité. En fait, personne ne l'a vu, sûrement dans les grandes villes. Hein, c'est peut-être pas un film qui passait à New York, où il y avait des critiques. C'est à partir du moment où il a été racheté par la télévision américaine, les débuts du câble en Amérique, il y avait besoin de programmes, et qui rediffusait tout le temps les mêmes films, et qui se revendait les catalogues, peut-être, je sais pas, à travers tout le pays, que le film a commencé à avoir une réputation et à fasciner les gens. Genre, ah oui, tiens, t'as vu Carnival of Souls encore, qui est passé hier, alors que je sais pas dans quelles conditions il l'a vu, mais ça paraît peut-être à peu près sûr, un peu comme Lucio Fulci et Jigoku, hein, mais que George Romero a vu Carnival of Souls. Parce que, il y a des séquences où elle est poursuivie par les spectres, voilà, avec leurs costumes de ville, leur visage blanc, leurs yeux cernés de noir, leur bouche noire aussi, Mm. qui ressemblent vraiment beaucoup, beaucoup à la Nuit des Morts Vivants. C'est vrai. Il y a un côté peut-être plus expressionniste allemand dans Carnival of Qui Souls. ressemble à Caligari un peu Voilà, aussi. c'est ça, il ressemble à Caligari, à Docteur Mabuse, mais oui, ça préfigure peut-être Romero. Et c'est intéressant parce que Romero, c'est aussi un réalisateur local, c'est aussi un C'est ça. réalisateur qui, je crois, aussi a un peu gagné sa vie en faisant du film institutionnel. R. Carvey, il annonce aussi ses réalisateurs de la débrouille du cinéma des années Raimi. 60-70. Sam Raimi et Evil Dead, par exemple. Exactement, ouais, ouais. Sam Raimi et Evil Dead, je crois que ça doit être le Michigan, si je dis pas de bêtises. Romero, c'est Ouais. Pittsburgh. Tu vois, des petits cinéastes locaux qui se débrouillent, qui font pas forcément des trucs dont ils sont particulièrement fiers, mais qui arrivent de temps en temps à avoir un petit peu d'argent et à pouvoir proposer une œuvre personnelle. John Waters à Baltimore aussi. Ouais, voilà. En 62, je suis pas sûr qu'on avait beaucoup de réalisateurs qui fonctionnaient de cette façon-là. Je pense que les œuvres fantastiques et de série B, elles rentraient dans une logique commerciale des petites productions où il fallait Des studios de série B, genre PRC, République, etc., qui en effet produisaient beaucoup de séries B, Monogramme, tout ça, souvent les westerns à un seul cheval, hein, comme on disait, avec un cheval, avec le cow-boy monté sur un cheval, et puis le même cheval qui sert en contre-champ pour le bandit, voilà, enfin des trucs vraiment d'économie misérable, mais qui étaient quand même produites de façon industrielle. Là, ouais, en fait, c'est peut-être un des premiers indépendants, cinéastes indépendants, c'est ça. comme John Cassavetes, par exemple. On est plutôt de ce côté-là. Et un cinéaste extrêmement cinéphile, hein, puisqu'il adorait Cocteau, mais ça c'est très très visible dans le film, hein, et Bergman. Et c'est visible aussi quand on pense
à des films de Bergman, comme L'Heure du loup, par exemple, qui a ce côté-là. Et puis la façon de filmer un visage féminin, d'être concentré sur une figure féminine avec plusieurs névroses, des choses comme ça, quoi. Il n'a pas fait d'autres films, voilà. C'est ça qui est étrange. L'homme dans un film où il a tout mis de façon seulement très instinctive aussi. Je crois qu'il y avait un projet de suite ou de suite spirituelle au début des années 90, justement, quand un nouveau public a commencé à découvrir le film un peu en même temps que toi, tu as découvert le film. Et l'actrice Candace Iligos avait proposé, bah tiens, si on montait, je vais même le produire moi, on montait une suite à Carnival of Souls. Et le problème, c'est qu'entre-temps, Herc Harvey est décédé, donc le projet s'est pas vraiment fait. Et puis, il n'y a pas eu un fils spirituel d'Herc Harvey qui a repris le flambeau, mais Il y a eu un remake en 98, réalisé par Adam Grossman et produit par Wes Craven. C'est très très éloigné hein, en fait ah du ouais. film original. C'est un film que j'aime bien en fait. Évidemment, c'est incomparable hein, le premier Carnival of Souls, mais là c'est une femme qui est hantée aussi par un homme qui est en fait clairement un agresseur sexuel et qui va elle aussi plonger dans un monde. On est en 98, mais bon, on est encore dans l'univers du clip MTV quoi, donc ça ressemble un peu Mm. ou même au film de À Café Flèche, par exemple. Ce genre d'univers biscornu, post-expressionniste, etc. Et ça se passe plutôt là au bord de la mer. Donc il y a une assez belle ambiance maritime, d'histoire de marins. Et il y a certaines créatures qui sont absolument terrifiantes, hein, qui sont très proches de l'échelle de Jacob ou d'Hellraiser à certains moments. Ça donne envie. Ça fait son petit effet. C'est pas... Là, on est vraiment dans une petite série B comme Craven en a produite, hein. C'est pas immense, mais on peut passer un petit moment nostalgique hein, devant voilà, le film d'horreur des années 90. J'irai jeter un œil quand même à ce remake, ça m'intéresse ce que tu dis. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que voilà, l'original de 62, c'est un film que je trouve magnifique à revoir encore aujourd'hui parce que ça a beau être une petite série B, bon, il a été bien restauré et le noir et blanc est très beau, hein, c'est quand même une très très belle image. Et c'est une très belle image qui accompagne en fait cette sensualité dans le film parce que c'est un film qui est très sensuel. On n'a pas l'impression de prime abord, on va s'imaginer qu'on est dans quelque chose de très lugubre. Et voilà, il y a une Ouais. sensualité qui affleure, qui s'émancipe dans le film au fur et à mesure, porté par ce personnage féminin, et plus largement la façon dont on traite le phénomène fantastique avec ces orgues qui sont presque comme des voix féminines, des voix de sirènes qui appellent. Voilà, il y a quelque chose d'une grande sensualité. Là, on retombe sur Lynch aussi, justement, on peut comprendre que ça a travaillé peut-être, si Lynch l'a vu à la télé américaine tard le soir, que ça ait travaillé sur la sensualité lynchienne. C'était pas réellement un film d'horreur, on n'a pas extrêmement peur, sauf lors des apparitions de l'homme. Ça, c'est vrai, ça fait quand même un frisson, hein. Mais on est très proche de ce que le film raconte, hein, les sensations de ne pas exister, quoi. Que personne ne nous voit parfois, quoi, d'être invisible, de pas arriver à se raccrocher au monde. Tout le monde peut avoir cette sensation-là. Donc avoir cette angoisse existentielle, mais qui est traitée de façon très douce, finalement, très subtile. Plus on avance, plus on est vraiment dans la poésie, en fait, hein. C'est un film d'une très grande poésie. It's a strange place. That's why I've elected to live here. I have a strange impression that a crowd surrounds me night and day. A crowd urged by strange aspirations, an immense crowd, but in fact there are only a few thousand inhabitants in all of the islands. You're quite right, Dr. Roberts. Darkness is here. It touches us. Can I ask you what you're waiting for, what you're seeking on this island? The sources of good and evil. The powers of evil will be awakened. And so the circle will close. Do you know the beautiful Countess of Karlstein? I've often sensed her presence, as of late. Is she alive? Are you alive? On termine avec La Comtesse Noire, un film de Jesus Franco, Jess Franco pour les intimes, sorti en 1975. Je me demandais quand est-ce qu'on allait dégainer Jess Franco dans Bizarroïde. Bon, c'est toi qui as l'honneur de parler de ce réalisateur espagnol plus que prolifique, hein. Je sais pas si on peut vraiment compter, s'il y a vraiment une filmographie clairement établie de Jess Franco, tellement Moi, il y a je crois des films et il y a des montages parallèles et voilà. à la louche, on dit 200 films, à peu près. On est plus Voilà, de 200 200. films. Donc là, c'est un de ces films de sa période, je pense, la plus faste et je pense Mm. peut-être la plus intéressante dans le cinéma fantastique. Les années 70, je dirais la première moitié, milieu des années 70. Est-ce que tu peux nous faire un pitch de La Comtesse Noire ou peut-être d'abord parler de Jess Franco? Pourquoi t'as voulu choisir un film de Jess Franco? J'avais écrit ce livre hein, il y a assez longtemps, Jess Franco, Énergie du fantasme. Et puis, depuis quelque temps, je sais pas, j'ai une sorte d'envie d'en reparler, en fait, hein, de reparler de son cinéma, de revoir ses films,
film, donc là, bah, tu m'en donnes l'occasion, donc j'ai pas hésité, quoi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de films, quand même relativement beaucoup de films de Franco qui sont sortis en Blu-ray, alors en France ou à l'étranger. Alors, si on compte l'étranger, il y en a vraiment beaucoup. Et en France, il y en a quand même pas mal avec Le Chat qui fume, Artus, Ouais. même s'il manque quelques pierres importantes comme Vampiros Lesbos, Chiquilin Ecstasy, enfin les films avec Soledad Miranda, hein, la très belle actrice espagnole, brune, aux cheveux très longs, comme ça, de Vampiros Lesbos. Bon, cela il manque, mais ça devrait quand même arriver. Donc il y a pas mal de films disponibles, à l'inverse de l'époque où j'écrivais, où bah, j'ai travaillé beaucoup avec des cassettes vidéo, au début des années 2000 même, hein. Il n'y avait pas grand-chose, donc j'allais à Ciné BD, la librairie de Norbert Moutier, qui très gentiment me louait hein, ses films, et puis j'achetais les fanzines de Norbert, et puis les fanzines d'Alain Petit, hein, les Monaco Files, etc. Donc vraiment, bon, j'étais en de bonne main avec vraiment des précurseurs hein, qui avaient vraiment exploré l'œuvre avant moi. Et ben bizarrement, alors que les films sont disponibles, on en parle peu. On parle peu de Jazz Ouais. Franco. Je trouve il y a pas beaucoup d'études et c'est finalement un auteur qui est pas vraiment à la mode, ça veut rien dire, mais qui est pas au centre des discussions de cinéphiles ou de gens qui travaillent sur le fantastique ou même l'érotisme. Donc bah, à mon avis, c'est par cycle, hein, ça va revenir. Peut-être que le désir est comblé puisqu'on peut voir les films, alors qu'à l'époque, je sais pas, il y a un film Franco qui passe à la télé, on l'enregistre, on se le passe. Ah tiens, il y en a qui passent à la cinémathèque, on y va. Donc il y avait un peu, je parle à Paris en tout cas, mais cette dynamique un peu, voilà, qui constituait une sorte de petit fan club hein, de jazz franco. On n'était quand même pas des milliers non plus, hein. On se connaissait tous. Maintenant, voilà, bah, les films sont là, mais il y a moins de ferveur. Et pourtant, moi, ça, c'est enfin, qui me fascine toujours autant. Bon, alors, il y a sa personnalité, évidemment. C'est quelqu'un qui vient d'Espagne, qui quitte l'Espagne parce que, bah, il y a l'autre Franco, bien moins sympa, qui tient le pays sous la dictature hein, fasciste, avec une grosse présence de l'Opus Dei, l'Église. Donc, il n'a pas le droit de faire vraiment ce qu'il veut, jazz. Donc, il préfère parcourir l'Europe, aller en Allemagne, beaucoup en France et au Portugal aussi. Voilà, La Comtesse Noire est tournée sur l'île de Madère. C'est une production du Benelux, en tout cas du Luxembourg, donc là, le plus grand film luxembourgeois jamais tourné, je pense. C'est un film qui est vraiment une rupture hein, parce que lorsqu'il commence dans les années 60, il va suivre une voie assez pop du cinéma des années Ouais. 60, tout en restant lui-même, bien sûr. Je pense à des films comme Necronomicon, par exemple, et puis Vampiros Lesbos aussi, dont la musique est célèbre grâce à Jackie Brown de Tarantino, hein, qui en a repris un bout, donc qui a entraîné la réédition de la musique. Donc de la musique psychédélique, allemande, etc. Avec bon un côté un peu assez fétichiste aussi. Il faut voir comment est habillé Soledad Miranda, par exemple, avec des cuissardes noires ou rouges parfois, Mm. et parfois on ne sait pas si c'est des bas ou des bottes retenues par une sorte de porte-jartel. Enfin, je veux dire, c'est Mm. complètement délirant, hein. Des grands chapeaux, des lunettes noires. Enfin voilà, Ouais. il y a ce côté très pop. Et quand il commence à travailler en France avec Eurociné, en fait, bon, on change de décennie à ce moment-là. Son cinéma va devenir plus sombre, plus épuré. Alors, c'est pas vraiment une question d'argent, puisqu'il n'avait pas non plus beaucoup d'argent avant, hein. Je veux dire, c'était uniquement Mm. son talent, son imagination, parce que bon, il filmait Suzanne Miranda pendant 10 minutes sur une scène de cabaret, des choses comme ça. Donc, c'est pas vraiment des choses budgétaires. Mais non, je crois qu'il y a quelque chose de mystique dans son cinéma à ce moment-là. Et La Comtesse Noire, c'est vraiment le film parfait pour ça. Alors, le côté mystique, il a une origine, bah, c'est la mort justement dans un accident de voiture de son actrice de prédilection, Soledad Miranda. Donc, qui représentait pour lui la femme vampire, hein, son personnage de prédilection. Et donc, il va rencontrer une autre actrice, qui est donc Lina Romay, qui deviendra sa compagne et son modèle principal, hein. C'est plus qu'une actrice, c'est vraiment un modèle. Et dans La Comtesse Noire, c'est son premier grand rôle. C'est le premier rôle vraiment à la Franco. Elle a joué des petits rôles avant pour lui, mais c'est son premier rôle où elle va clairement interpréter Soledad Miranda, la première actrice. Donc il y a un côté un peu vertigo, hein, parce que il était bah, amoureux de la première actrice, je pense avec moins de frustration que Hitchcock, hein, Je pense aussi. hein. Et puis elle meurt, donc ça lui crée un trouble, une grande dépression, une tristesse énorme, et puis il va donc recréer cette actrice avec une autre actrice dans un univers qui est donc l'île de Madère, où il la fait sortir des brumes. Alors, au début, si on voyait dans la chronologie, on pourrait penser que c'est Soledad Miranda qui revient littéralement d'entre les morts, puisqu'on a pareil une actrice avec des bottes noires, les cheveux très très longs, comme ça, une cape, et puis bon, elle s'approche, et non, c'est une autre actrice, mais qui conserve quand même ce côté très mystérieux. D'ailleurs, elle ne parle pas, elle est muette hein, pendant tout le film. On entend sa pensée comme ça, des pensées étranges hein, en voix off. Elle est sur cette île brumeuse, et elle va chercher des victimes. Alors c'est un vampire, hein, mais un vampire qui se nourrit de la jouissance du sperme en tout cas de ses partenaires masculins, puisqu'il a fait des fellations qui les épuisent, hein, sa façon de mordre, on va dire, mais aussi
aussi de certaines femmes également, hein. C'est pas uniquement lié aux hommes. Et donc, elle a besoin de ça pour vivre et en même temps, bah, évidemment, elle n'aime pas ce qu'elle fait, hein. Et puis, sur cette île, il y a aussi un personnage, une sorte d'écrivain, on a l'impression, hein, qui fait des études sur les civilisations disparues, l'Atlantide, le monde des morts, enfin une sorte de personnage ésotérique qui est joué par Jack Taylor, qui ressemble un peu à Christopher Walken. Je trouve qu'il y a un petit côté Walken, très grand comme Mm. ça, avec sa moustache comme un chien enragé, quoi. Il fait des études, enfin ses études, je veux dire, on le voit qu'il se promène avec un livre de poche, hein, c'est tout, hein. Et Mm. qu'il griffonne des trucs. Mais en tout cas, il est un peu médium puisqu'il entend la première victime dans le film de Irina von Karstein, la comtesse noire. Il entend son cri comme ça, il est happé comme ça. Et puis, Irina loge dans le même hôtel, donc il la voit, voilà, déambuler dans l'hôtel. Il est attiré vers elle puisque c'est quelqu'un il est suicidaire, mais plutôt une sorte de suicide d'exploration de l'autre monde, plus qu'un suicide lié à une dépression. Mais peut-être est-il aussi dépressif. C'est peut-être Jess Franco lui-même, hein, ce personnage Mm. après la mort de Soledad Miranda, qui est en contact avec le monde des morts. Je pense que c'est la bonne piste. Jess Franco lui joue lui aussi dans le film, un médecin aussi un peu halluciné. Il y a Jean-Pierre Buxou, hein, qui va nous quitter, très célèbre et talentueux, pionnier aussi du minuisme, c'est-à-dire du fantastique, de l'érotisme, etc., Mm. qui joue le fils du docteur Orloff. Mm. Euh, Qui, si et je dis pas de bêtises, à l'époque était en couple avec Monica Swim, je crois, qui joue oui, aussi dans le film. il Et joue c'est aussi dans pour le film. ça, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé là-dessus. Je crois qu'il adorait Jess Franco à cette époque-là. Et pourtant, il y avait beaucoup de détracteurs. Il faisait pas l'unanimité chez les fantasticophiles. Quand sa compagne lui a dit, mais je vais tourner pour Jess Franco. Ah, mais c'est super, j'aimerais le rencontrer. Et puis, il a sympathisé avec Jess Franco qui lui a proposé ce rôle, effectivement. Oui. Et donc voilà, bon, ces personnages sont perdus là sur cette île, se croisent et sont attirés les uns envers les autres. Enfin, c'est un film qui n'a pas réellement d'histoire, à vrai dire, hein. C'est une suite d'ambiances, de scènes érotiques qui sont, bah, quand même pour beaucoup des scènes solitaires, hein, de la comtesse, voilà, qui se masturbe sur son lit, qui caresse les sculptures, je sais pas comment on appelle, hein, de son lit, voilà, qui rappelle un peu les pieux du vampire d'ailleurs. Ouais. Ce sont que des personnages solitaires en fait qui sont piégés dans une solitude. Là, on rejoint un peu peut-être Carnival of Souls, hein, une solitude existentielle en fait, hein. On ne sait pas pourquoi ils se retrouvent là, mais tous ont cette détresse en tout cas, ou n'arrivent pas à se rejoindre. Mm. C'est des personnages Welbeckiens. Oui, Et tu sais pas ce qu'ils font sur l'île de Madère aussi, tu te demandes même ce qu'ils font techniquement sur cette île. Déjà une île, c'est déjà un endroit isolé, donc coupé du reste du monde, et il y a déjà, tu te dis, ok, c'est déjà pas un monde complètement cohérent, vraisemblable en fait. Cette île où les gens errent comme ça. entend beaucoup dans la bande son de cris d'enfants qui ont l'air de s'amuser dans la piscine, mais la piscine est toujours vide en général. Enfin bon, mais oui, parce que c'est un monde qui est désert en tout cas. Puis Et c'est c'est pas tout tourné en plein été en plus, je pense, hein. Il a pas l'air de faire très très chaud en plus, tu vois, il y a un non, côté non, un c'est peu vraiment. automnal, brumeux, comme tu disais. Oui, c'est la mort de saison, hein, vraiment. Ouais. Et là, donc, il touche vraiment à quelque chose qui est la solitude du vampire aussi, qu'on retrouvera, par exemple, dans Les Lèvres Rouges d'Harry Kumel. Voilà, qui est un film qui est pas dans sa forme, évidemment, mais dans son esprit, il y a quelque chose d'assez proche, hein, entre le personnage qui est interprété par Delphine Seyrig et le personnage d'Irena. Parce que dans Les Lèvres Rouges, elle cherche une compagne aussi, hein, parce que l'éternité, bah, est un temps très long. Et Irena, elle ne peut pas avoir de compagnon puisqu'elle Mm. finit par les tuer. On retrouve ça aussi dans certains personnages de chez Jean Rollin, à peu près de la même époque aussi. Oui. Le vampire un petit peu déprimé par cette Oui. existence et qui recherche aussi de la compagnie. Requiem pour un vampire, voilà, des films comme ça où Oui, on a oui, tout à aussi. fait. Les Prédateurs de Tony Scott, hein, c'est ça aussi, Les hein. Prédateurs de Tony Scott aussi, oui, effectivement. Ouais. Et en plus, dans Les Prédateurs de Tony Scott, c'est aussi un monde clos parce que Mm. cet appartement rempli d'œuvres d'art, cette espèce de morceau de culture au milieu des États-Unis, on a l'impression que tu sors Euh, dans la rue, le monde est complètement différent de l'appartement dans lequel ils vivent. Donc, il y a aussi effectivement des personnages enfermés dans leur petit monde et autour d'eux, le monde semble vide, comme tu disais. Et donc voilà, il a une façon de filmer Madère qui est magnifique, hein, de filmer ces paysages brumeux, cette campagne très humide aussi. Enfin, c'est dans ce film-là qu'on voit aussi vers où il va aller stylistiquement. Ces films des années 60, ils avaient des constructions très poétiques, hein. Je pense à Vampiros Lesbos, qui s'était construit avec des motifs. Je me souviens, il y avait un scorpion, il y avait un voile rouge, des choses comme ça, qui revenaient comme des rimes tout au long du film, des séquences de cabaret, ce genre de choses. Mais là, en fait, il va surtout travailler avec la caméra. Donc, c'est là où il va user du zoom de façon assez systématique et faire de très très longs plans séquences lorsqu'il va filmer les scènes de masturbation de Lina Romay, par exemple, où il va faire toute une série de zooms avant, arrière, il va zoomer sur son sexe, il va la perdre dans le flou. Bon, là, on est dans l'improvisation, quoi. Alors,
Jess Franco, c'était quelqu'un qui était passionné par le jazz et l'improvisation de jazz et qui voulait clairement faire passer une forme d'improvisation dans son cinéma, tenant la caméra comme un musicien tiendrait un saxophone, par exemple, ou une trompette pendant une improvisation. Donc voilà, il improvise la mise en scène directement devant son modèle, Lina Romay, en essayant voilà, d'aller capter quelque chose sur son visage, d'aller trouver un angle inédit. C'est très chorégraphique, hein, la façon dont elle tord son corps. Voilà. Donc c'est vraiment des films qui sont faits à deux, en réalité. C'est à deux entre lui et sa compagne. Je viens de penser que le premier film que j'ai vu de Jess Franco, c'est Venus in Fur, c'est Oui, Paroxysmus. Il y a encore une parenté d'ailleurs avec le Carnaval des âmes, oui, parce que c'est tout à aussi une fait. histoire de zone entre les vivants et les morts, un personnage, un corps qu'on retrouve noyé, mais des années après, enfin une histoire très étrange de Oui. fantômes, et c'est un film, effectivement, je pense qu'il faut penser le film effectivement comme une sorte d'improvisation jazz, et c'était un film très jazzy avec un personnage qui est trompettiste dans Venus in Fur. Je me demande si dans le Lost Highway, Bill Pullman n'est pas aussi saxophoniste de jazz ou quelque chose comme Oui, ça. oui, Donc c'est oui, oui, marrant, là oui. on fait des liens entre les films. Comme ce sont des films qui ont un certain mysticisme, même si les cinéastes ne les voient pas, c'est possible que l'esprit des films se diffuse ailleurs dans d'autres films. Mais c'est vrai que Wabénis Finfur, c'est vraiment magnifique, hein. C'est un de mes préférés aussi. Oui, Et le personnage, donc il joue du jazz avec, je crois que c'est en plus c'est un groupe bien connu, genre Manfred Mann, tu vois. Enfin bon. il me semble, oui, il me semble. Hein. Donc il commence à improviser et puis il part dans une sorte de rêve pendant l'improvisation. Il descend de scène et là il va pénétrer dans ce monde fantastique. Donc l'improvisation musicale entraîne le fantastique pour Jess Franco. Et c'est ça aussi dans voilà la Comtesse Noire. Je pense que le scénario tenait sur une page, hein. Ouais. Il l'a écrit comme ça au fur et à mesure, hein. Je veux Ouais. dire, T'as raison de comparer effectivement ce travail avec la caméra comme un instrument qui improvise, qui va chercher des choses qu'elle obtient pas à certains moments. C'est troublant parce qu'en fait c'est aussi un film, on a l'impression parfois, et je comprends que ça déroute parfois le cinéma de Jess Franco, et moi-même d'ailleurs je dois avouer qu'il y a des moments où je lâche un petit peu mon intérêt sur le film, et puis bon, mon esprit divague un peu sur autre chose, je dois le concéder, parce que c'est un film aussi où on a un réalisateur qui cherche des choses et qui ne les trouve pas forcément, et il les garde quand même au montage. C'est rendu par l'effet du flou, c'est-à-dire que c'est un réalisateur qui garde parfois le flou au montage, mais ça veut dire aussi, tiens, j'ai voulu tenter d'attraper telle forme peut-être que je saisissais sur le plateau, et finalement à l'image ça fonctionne pas, je dézoome, j'aurais voulu capter telle expression sur le visage de Lina Romay à un moment d'extase, de jouissance, et je n'ai pas réussi à l'obtenir. Il y a tout ça en fait dans le film qui parle aussi de ce monde caché, ce monde au-delà du monde que voient les vivants, qu'on n'arrive pas forcément à saisir, auquel les personnages et donc les spectateurs espèrent accéder, cette espèce de monde divin, des immortels, un état de jouissance aussi, l'épectase, quoi, mourir en état de jouissance, auquel le personnage de la comtesse espère accéder, et peut-être certaines de ses victimes volontaires voudraient accéder. comme le Et donc, personnage masculin, bien sûr, l'orgasme est infini puisque il meurt pendant l'orgasme. Il n'y a plus l'effet. oui, Voilà. postcoitum, ouais, ouais, oui. Parce que, voilà, il n'y a aucune retombée, quoi. Et le personnage que joue Franco, c'est un personnage de médecin qui, lui, sait que les vampires existent. Les vampires existent, il a la certitude que la comtesse est un vampire et il la recherche pendant tout le film. Et au moment où il va l'atteindre, en fait, elle est en train de mourir, elle est morte. Voilà, on ne sait pas très bien comment, mais en tout cas, dans sa baignoire, il y a du sang, etc. Une sorte de De sang. lassitude, on se doute que c'est quelque chose Voilà. comme ça. Oui, c'est ça, voilà. Et donc, c'est le cinéaste qui, au moment où il va vraiment saisir son interprète, enfin son idéal, en gros, hein, finalement, ne peut que la voir mourir. C'est un autoportrait aussi, de la façon qu'il a de vouloir l'attraper tout le temps avec sa caméra, de saisir la jouissance, de saisir le visage. Et en même temps, c'est quelque chose, on n'y arrive jamais, quoi. Si en plus, c'est une femme qu'on aime, ça rend encore la chose encore plus inaccessible. Je les ai rencontrés 2 ou 3 fois, hein, Lina Romay et Jess Franco. Donc, j'avais demandé à Lina, je lui ai dit, mais cette ambiance mystique, quand même, ça fait une drôle d'impression, puisqu'on pense quand même à Vampiros Lesbos et à Ciudad Miranda. Elle me dit, bah oui, évidemment. Lorsque j'ai défait mes valises dans l'hôtel à Madère, j'ai trouvé une longue écharpe rouge que j'avais pas emportée. C'était l'écharpe de Vampiros Lesbos. Ah, ah, mystère, mystère. Il y aura un film à faire sur ce tournage, en fait, je pense, hein, une fiction sur ce cinéaste qui veut faire revenir d'entre les morts une figure aimée par le passé. Et c'est vraiment un rôle de transition pour Lina Romay. Par la suite, elle va jouer des rôles très différents où elle va vraiment révéler sa personnalité propre, en réalité. Lina Romay n'est pas du tout comme la comtesse von Karstein, en fait. C'était une personnalité extrêmement drôle, très Mm. amusante. C'est une actrice de comédie, en fait, un comique, Lina Romay. Et dans les films suivants, elle va vraiment imposer son côté complètement déluré, farfelu. On aurait dit une actrice d'Almodovar, un peu, Lina Romay. Et c'est ça qu'elle va apporter en plus au cinéma de Jess Franco. Oui, et puis c'était pas simplement un objet pour Jess Franco, parce que je crois qu'après elle a co-scénarisé des choses avec lui, elle a même peut-être passé à la réalisation, je pense. C'est pas seulement une muse, c'est vraiment une collaboratrice, en Oui, une fait. collaboratrice, sa
collaboratrice la plus proche sur les dernières années. J'ai vraiment l'impression que c'était un couple, c'était un binôme de Symbiotique. cinéastes, Romé et Franco. Bon, alors là, on est encore dans de l'érotisme quand même très poussé, hein. Et elle va même l'accompagner ensuite dans la pornographie, hein, on peut le dire. Oh. Quelques années après, je sais pas à quel moment se passe la bascule. Là, on est encore trop tôt, donc le porno est pas encore, comment dire, légalisé dans la C'est plupart des l'année pays. pile où il est légalisé, en fait. Ce qui Ouais. fait qu'il va y avoir des versions de La Comtesse Noire, Les avaleuses, ouais. Les Savaleuses, où on rajoutera des scènes hard qui n'ont aucun intérêt, en fait, Mm. hein. C'est assez bizarre parce que Jess Franco, qui tourne des films porno, c'est jamais vraiment des pornos habituels, quoi. Ça passe cette économie-là, c'est trop bizarre, quoi. Par contre, oui, il sera un peu plus clair en Espagne, quand ils vont revenir en Espagne et que le porno aura été libéré en Espagne. Je crois que là, ils vont en profiter un peu. C'est plus des années 80, j'ai l'impression. La sexualité chez Franco, c'est avant tout deux femmes ensemble, ou de la masturbation. Donc, en fait, il a pu tenir très longtemps en restant dans un érotisme assez poussé, sans aller vers le porno pur, Non. les pénétrations qui l'intéressaient pas du tout. Donc, c'est pour ça que j'ai rarement eu l'impression de voir un vrai film porno en regardant un film de Jess Franco, même si parfois il y a des choses qui sont plus explicites. Mais il y a quelque chose je pense que on ne le saura jamais, hein, mais qui m'intéresserait beaucoup, c'est quand même un film comme La Comtesse Noire sortait dans le circuit des cinémas pré-pornographiques, des salles où allaient des gens pour s'exciter, en tout cas, hein, aussi. Et quand même, je me demande, j'aurais bien aimé connaître leur réaction en voyant le film. Un film qui est quand même morbide, très bizarre, très lent, Mm. où il y a quand même de fortes chances d'en ressortir complètement déprimé. C'est pas de la sexy comédie bavaroise avec des filles avec des nattes et du Tyrol, hein. Oui, et puis les scènes de sexe sont pas. On revient sur cette question de frustration, sur cette question de d'inachevé aussi. Donc, est-ce que c'est complètement satisfaisant? Et là, je parle pas de choses concrètes, matérielles comme une éjaculation ou des choses comme ça que le porno doit, comment dire, montrer clairement pour montrer l'aboutissement d'une relation qui passe généralement par l'éjaculation masculine, hein. C'est d'abord le plaisir masculin qui passe avant le plaisir féminin. Hélas, même sans parler de savoir si on a la représentation ou non d'un orgasme atteint ou quoi, il y a de toute façon une impression de d'inachevé. On n'a pas l'impression que les climax du film passent par ces scènes érotiques. Elles sont jamais complètement Oui, satisfaisantes pour ta libido et pour ton intellect non plus. Donc oui. ça C'est les fonctionne pas personnages. vraiment sur la logique, sur la rythmique et sur le cahier des charges d'un porno. Et même pas vraiment non plus de l'érotisme dans le sens de l'érotisme suédois ou suisse-allemand ou Oui, qui a une dimension un peu pastorale, quoi. C'est voilà. les Heimat Films, enfin les films avec les beaux paysages. Voilà, hein, C'est c'est ça. une version des Heimat Films un peu coquine, hein, voilà, avec des filles bien en chair, etc., qui est un truc paillard, quoi. C'est Voilà, la voilà. paillardise, quoi. Tandis que là, non, non, on est très loin, hein. Il y a cette scène où elle se caresse sur son lit parce qu'elle a vraiment envie de faire l'amour. Et puis, il y a son majordome, homme de main, garde du corps, qui est là, qui la regarde complètement impassible et qui la rejoint pas parce que lui, il sait que s'il la rejoint, il va mourir. La mort est trop présente, quoi, pour aboutir. Ça, c'est en effet, on reste dans la satisfaction et la frustration. Donc, ça peut pas être satisfaisant pour un spectateur lambda, le spectateur du cinéma pornographique, qui a besoin de se projeter un moment dans le film, qui a besoin de s'imaginer qu'il est le super mâle qui satisfait des femmes qui sont toujours prêtes. Là, on est dans quelque chose qui est complètement différent, qui est extrêmement morbide. Et puis c'est un cinéma de séquence aussi, le cinéma érotique, le cinéma pornographique. C'est des films comme dans le cinéma d'exploitation, t'as aussi, bon là j'attends pendant 15 minutes qu'il y ait une scène érotique ou dans le cinéma d'horreur quelque chose d'un peu gore, enfin tu attends, ça marche par séquence. On a des idées de séquence et parfois peut-être on construit un film, une intrigue autour de ça pour satisfaire dans un slasher à intervalles réguliers un meurtre, dans un porno ou même dans de l'érotique, une scène érotique à tel moment, voilà. Bon, alors avant de montrer une pénétration, avant de montrer des ébats avec deux personnages, on montre déjà en tout cas une poitrine, on montre déjà des fesses, on montre Ouais. déjà. Mais là, cette structure du film et la façon dont il construit le film, on sent bien que c'est pas un film qui est fait par séquence. Tu vois, certes, il a peut-être trouvé une belle chambre d'hôtel pour le film. Certes, peut-être que il y a la baignoire à la fin. Il y a peut-être deux trois idées qui permettent de situer les différentes scènes. Mais je suis presque sûr que ça a été un peu improvisé la façon dont il a découvert les lieux, que c'est un peu ah bah tiens là le lit il est comme ça, on va se mettre comme ça. On en revient encore sur l'improvisation. Donc là c'est pas vraiment non plus les logiques de construction du porno, de l'érotique dans le tout venant de ces circuits-là quoi. Non, non, on a l'impression c'est un peu comme un rêve, hein. L'idée d'une vague avec l'écume après, on a un peu cette impression-là, Oui, ouais. voilà, voilà, on a l'impression qu'on glisse le long d'un rêve de façon parfois très fluide, parfois avec des ruptures, mais bon, Des moments qui s'épuisent aussi, tu sais, il des énergies qui poursuit. s'épuisent comme ça, voilà, qui traînent et puis voilà. Et Le film est long par ailleurs, il fait 90 minutes, hein, alors
que bon, bah, normalement, on s'attendrait à qu'un film comme ça fasse 1h10 à peu près. Ouais, exactement. Mais il est relativement long. Donc Franco a aussi a conservé ses durées. Tout a son sens dans le film, ça c'est vrai, hein. Donc c'est pour ça qu'on arrive à cette durée. 80 minutes, c'est pas très long, mais c'est assez long pour un film de ce genre-là. C'est un film qui échappe aussi, hein. Moi je l'ai vu alors, vraiment beaucoup de fois, hein, et là je l'ai revu pour préparer un peu. On a tendance à se laisser emporter nous aussi dans cette rêverie, quoi. En fait, Mm. et cette façon aussi très poétique de faire intervenir des voix off par-dessus l'image, où le vampire va raconter sa solitude, où Jacques Taylor va parler en effet de ce monde des immortels qui serait derrière les brumes, Mm. etc. Donc on est encore une fois, oui, dans un cinéma qui est un cinéma de la poésie. Exactement, ouais. Donc ça a beau avoir été un réalisateur qui a trouvé comment fonctionner dans un cinéma très commercial, hein, dans des circuits commerciaux, dans l'érotisme, dans parfois le polar aussi. Bon, érotique, polar, fantastique peuvent parfois même se mélanger dans la même production. Eurociné, ils aimaient bien mélanger aussi les genres pour que tout le monde y trouve un peu son compte. Voilà. Donc il a eu une carrière assez prolifique et il a multiplié les projets. Il quittait un film, hop, il était déjà sur un suivant. Je crois que Si il ne tournait pas deux films en même temps, sans ouais. vraiment le dire aux acteurs, hein, ça c'était la célèbre anecdote de Howard Vernon, où un copain lui dit: Ah ouais, mais c'est super, ta mort dans tel film de Jess Franco. Il dit: Mais attends, non, j'ai pas tourné ce film. Et puis il se souvient que Jess Franco lui a dit: Bon, écoute, là tu meurs, tu dis un mot, genre Acapulco. Et il dit: Pourquoi? Mais non, que c'est comme ça, tu sais, ça sera dans le scénario. Et puis ensuite, il lui dit: Bah non, on n'a pas gardé la scène. Donc, Howard Vernon s'inquiète pas plus de ça. Et puis il se rend compte qu'en fait, Jess Franco, là, il lui a fait tourner deux films en même temps sans qu'il s'en aperçoive. Voilà. Donc bravo l'artiste, on a envie de dire bravo le Margoulin, mais bravo l'artiste aussi. Donc oui, c'est vrai que c'est étonnant la personnalité de Jess Franco parce que c'est à la fois donc un cinéaste commercial, hein, on peut le dire, et en même temps, comme tu dis, comme on le voit dans La Comtesse Noire et dans d'autres films qu'on a cités, il est aussi un grand poète. Oui, un véritable auteur, hein. Un film de Jess Franco, c'est un film de Jess Franco, il n'y a aucun doute, hein, qu'il le tourne pour un producteur allemand ou pour la France. Et puis, il a aussi quelque chose qui est très spécial, qu'on retrouve assez peu chez les cinéastes travaillant dans l'érotisme. C'est un très grand sens du décor aussi. On l'a dit pour l'hôtel. Bon, voilà, pour le paysage de Madère. Mais par exemple, si on prend les Possédés du Vice ou d'autres films qui tournent à Montpellier, à la Grande Motte, hein, où il va filmer les architectures futuristes, un peu délirantes de ce genre d'endroit, un peu bétonné comme ça. De Balladur, ouais, enfin Balladur l'architecte, pas le Balladur le. Oui, oui, c'est ça. Et donc voilà, dès qu'il a un lieu, dès qu'il a quelque chose d'un peu étonnant, il peut, comme R. Carvey, aller faire un film qui se passe là aussi. Ce qui est vraiment une bonne idée. Mais comme il fait ses films assez rapidement, voilà, il peut partir sur une idée et puis tac, aller filmer dans ces décors un peu dingues. En tout cas, j'espère que Jess Franco va reprendre un peu de présence, hein, dans l'esprit des cinéphiles. Pas forcément des fans de fantastique, mais des gens qui aiment voilà, les films étranges ou les films poétiques ou les films très singuliers des années 60-70.